Je suis à l'Université de Lausanne, je suis psychologue sociale. Je vais dire quelques mots après sur ce que c'est. La psychologie sociale, la psychologie de l'environnement. Donc voilà, dans le grand cadre de la durabilité, moi, dans mes recherches, je me focalise, et mes enseignements, je me focalise en particulier sur tout ce qui touche à l'environnement et à l'écologie, donc pas à la durabilité en général. Beaucoup de choses que je vais dire peuvent néanmoins s'appliquer à un cadre plus large. Alors, déjà quelques informations au préambule. J'ai vu votre programme, vous avez quand même beaucoup de présentations. En plus, j'ai l'heure stratégique après le repas, qui est toujours la meilleure heure pour enseigner. J'ai essayé de faire assez interactif, avec quelques moments de discussion. N'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions au milieu. Pour moi, c'est pas je parle continu 3/4 d'heure, puis après on a un tout petit moment pour discuter. Il faut vraiment que ça soit informatif pour vous, pour votre pratique professionnelle, pour ce que vous souhaitez faire en fait dans votre quotidien. Déjà ça, interrompez-moi, puis je devais dire une deuxième chose. Ah oui, c'est une présentation que j'ai déjà donnée l'année passée dans le même cycle, si je ne me trompe pas. J'avais focalisé sur une étude, celle sur les gymnasiens et gymnasiennes. Je vais vous la représenter, mais plus brièvement. Et l'année passée, il y avait eu plein de questions, notamment sur l'anxiété en classe, comment réagissent les enfants, les ados. Donc, en fait, je voulais changer un peu ma présentation, puis je l'ai changée de A à Z. Et j'ai mis des choses plus larges qui soient aussi, peut-être à viser un peu plus pratique. Je parlerai aussi à la fin d'un projet que j'ai, parce que moi je ne suis pas spécialiste des questions de l'enfance et de l'adolescence, mais ce que je fais peut s'appliquer à des contextes où il y a des plus jeunes. Et depuis 6 mois, en fait, on évalue des interventions dans des écoles en lien avec le climat, l'alimentation, la durabilité. Alors c'est en cours, là, mes stagiaires et moi-même sommes en train d'analyser les résultats, on ne peut rien dire, parce qu'on est vraiment au milieu des analyses, mais je pourrais vous dire quelques mots aussi sur le ressenti, le vécu de ces journées qui sont aussi construites avec des enseignants et enseignantes. Donc voilà. Déjà, pour que je puisse un peu cadrer et que vous ne vous endormiez pas, est-ce que vous avez des attentes par rapport à ma présentation quand vous avez vu le titre qui est, qu'il faut quand même le dire, super vague? Est-ce que vous vous êtes dit, j'aimerais apprendre ça pour moi? J'imagine que vous êtes tous et toutes enseignants et enseignantes, mais je ne suis même pas sûre. Je n'ai pas vu la liste des personnes participantes. Est-ce que vous voulez faire part d'une attente? Qu'est-ce que vous dites qu'est-ce que la psychologie de l'environnement, si vous avez une idée de ce que c'est, peut vous apporter? Est-ce que vous êtes curieux? Oui? Je crois que c'était déjà quelque chose pour arriver à définir ce que c'est que l'éco-anxiété, de comprendre tous les symptômes. Améliorer le dialogue autour de la durabilité avec les élèves et faire en sorte que ça soit tourné plus positivement. Oui. Parce que, évidemment, que ça génère beaucoup d'émotions négatives. La fin d'un cours, après avoir parlé de ça, c'est souvent difficile. Donc, je crois que c'était surtout ça. Oui. C'était en fait des remarques et des questions que j'avais eues l'année passée, donc j'ai essayé d'orienter plus là-dessus. Je crois que je peux mettre... Si vous avez d'autres remarques, vous pouvez les faire bien sûr après. Déjà, je vais définir qu'est-ce qu'un comportement durable. J'ai mis durable avec des guillemets parce que c'est plutôt écologique dans ce cas-là. Mais aussi quelques informations. Alors après, moi j'enseigne sur des semestres entiers là-dessus. Alors j'ai essayé de condenser quelques infos que je trouvais en particulier utiles. Comment communiquer sur le changement climatique, la perte de la biodiversité, etc. Et puis, est-ce qu'il faut provoquer de l'anxiété? Et quand elle arrive, comment en fait... quand elle est là, comment on fait pour que des jeunes, des enfants, des ados se sentent malgré tout efficaces et ne se disent pas mais en fait ça va être la fin du monde et puis je ne peux rien faire et puis point. Donc j'ai essayé d'orienter là-dessus avec l'exemple justement qu'on avait fait dans le gymnase, mais pas que, avec d'autres choses. Oui. Moi j'ai une question, c'était pourquoi certaines personnes ne semblent pas prendre en compte. Alors ça, c'est une très... Ouais, il y a des processus psychologiques, effectivement. Alors c'est vrai que c'est une question qui est déjà énorme. Et je pense qu'il y a des dizaines, voire des centaines de personnes au monde qui font de la recherche là-dessus. Mais pendant longtemps, on s'est demandé, en fait, est-ce que les gens ne perçoivent pas le changement climatique comme arrivant bientôt, arrivant près de chez eux, comme étant un phénomène certain? Est-ce que c'est une forme de déni? Et puis là, on voit que l'explication, elle n'est pas toute là.
Et ce qui ressort de la recherche qui est faite en psycho de l'environnement, ça je ne vais pas en parler directement, la recherche beaucoup faite sur des adultes, c'est que finalement le fait de vouloir agir, c'est ancré en grande partie dans nos valeurs, nos idéologies, et pas forcément dans le niveau de connaissance qu'on possède. Donc il y a beaucoup de gens, et on le voit dans des, on va dire des endroits comme on va dire la Suisse, où on ne peut pas comparer par exemple aux États-Unis, où le déni climatique, on va dire, a encore pas mal le vent en poupe. Il y a pas mal de gens qui vont dire oui, il y a un problème, oui, les auteurs et autrices du GIEC ont raison. Mais je pense que la solution proposée, la décroissance, par exemple, ce n'est pas la bonne. Moi, je pense que c'est ça. Ou je pense qu'en fait, je m'en fiche et puis je veux quand même vivre ma vie. Donc, il y a dans la vision, en fait, de qu'est-ce qu'on met en priorité. Est-ce qu'on est prêt à renoncer à une partie de son confort, de ses plaisirs? L'exemple ultra stéréotypique, c'est le steak de viande. On se dit, on sait que si on veut vraiment aller vers une société qui survit, il faudrait quand même manger largement moins de viande, en particulier de viande rouge. Mais est-ce que je suis prêt à renoncer à mon plaisir ou pas? Et puis en fait, une grande partie de l'inaction s'inscrit dans cette compétition des buts. Je me rends compte qu'il y a un problème, et plus on avance dans le temps, on va dire que comment dire, les niveaux de moyens, de connaissances augmentent. Il y a quand même une certaine visibilisation de la thématique. On peut dire qu'elle n'est pas assez visibilisée, trop, etc. Mais en tout cas, on ne cache pas le fait qu'il y a un changement climatique et que c'est grave. Mais il y a des personnes qui en sont conscientes et qui, malgré tout, n'agissent pas. Et puis c'est là que ça s'inscrit aussi dans qu'est-ce qu'on met en priorité. Est-ce qu'on met les futures générations? Est-ce qu'on met les autres pays, les autres espèces en priorité? Ou est-ce qu'on met notre fonctionnement quotidien? Oui? Ah oui. Non, j'ai cru que la dame devant vous levait aussi la main. Donc, Oui. La question que je me suis posée en lisant le titre, c'était jusqu'à quel point vous allez parler, jusqu'à quel point est-ce que c'est étudié le côté social de ces questions, parce que tout ce que j'ai pu voir en tant que grand public, quand on parle de psychologie, c'est un peu tout le monde est pareil en quelque sorte. On a juste des psychologies différentes, mais jusqu'à quel point, bien sûr, la psychologie est aussi conditionnée par le côté social, par les buts dans lesquels on vit, suivant ce qui est classique dans ce qui est étudié dans la sociologie, et jusqu'à quel point ça influence aussi justement nos réactions qui après sont interprétées de façon psychologique. Oui, complètement. Et si je devais être vraiment exact, mais je ne le mets pas, je devrais marquer psychologie sociale de l'environnement, parce que moi je suis psychologue sociale. Si je suis venue à l'environnement, voilà, ça s'est passé dans mon parcours, j'ai vraiment voulu continuer là-dedans. Voilà, mais avant, j'ai travaillé sur le sexisme, sur le racisme, comment on construit un objet en particulier par rapport aux autres, dans les groupes dans lesquels on s'inscrit, comment nous influence les autres. Et ça, je vais en parler un peu dans la première partie. Qu'est-ce qu'un comportement durable? Finalement, ça peut être un petit geste, mais si on est beaucoup à faire des petits gestes, on crée une nouvelle norme, et la nouvelle norme, elle peut faire basculer le comportement. Donc, on est des animaux, entre guillemets, sociaux. Ça, je pense que tout le monde se rend compte. Et une grande partie de la variance, on veut dire, de nos comportements, sont aussi déterminés par les autres autour de nous, et en particulier les autres auxquels on peut s'identifier. Si une personne totalement différente de moi change son comportement, par exemple, je reprends l'exemple de la viande. Je ne fais pas une fixette sur la viande, mais c'est une personne qui ne me ressemble pas du tout, je dis, voilà, celle-là, elle avait ses raisons. Par contre, si c'est quelqu'un, si c'est ma collègue, si c'est une amie proche, ou un ami proche, quelqu'un, j'ai l'impression qu'on a à peu près le même genre de vie, qui fait un changement, ça va plus m'influencer. Et puis, ce n'est pas du tout incompatible avec ce que j'ai dit avant, le fait, en fait, de ne pas prendre de décision, puis de se dire, je continue, je sais que l'avion, c'est pas bon, mais c'est tellement chouette un week-end à Barcelone. Si les gens autour de nous commencent à remettre en question ces pratiques, ça va beaucoup nous influencer. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. C'est sur les groupes proches. Non, j'ai plus pensé vraiment avec tel revenu, avec tel propriété, vraiment classe sociale. Ah oui, alors ça, c'est aussi beaucoup traité. Alors ça, j'en parle pas dans une présentation en lien avec l'école, mais je le traite en cours, dans mon cours de master à l'UNIL. Ce qu'on sait, pour faire très cliché, c'est quand même généralement, plus les gens ont de revenus, plus les gens utilisent du CO2.
Et puis, il faut bien distinguer les catégories d'utilisation du carbone. Ça, c'est une grande étude qui avait été faite ensuite. Je peux vous donner la référence après. C'est des données de toute la Suisse, des milliers de personnes. Donc, on va dire pas quelque chose de niche. Et c'était intéressant, les gens avec un haut niveau de formation, là c'était la formation, utilisaient moins de carbone, par exemple pour l'alimentation, donc une alimentation peut-être moins carnivore, avec plus de produits locaux, bio, etc. Mais par contre, pour le logement et la mobilité, là, il y avait des plus hautes. Donc ça, c'est aussi intéressant quand on parle de comportement durable. Ce que je dis toujours, moi, je parle de comportement et je ne parle pas d'individus, parce qu'il n'y a pas des individus pas du tout durables et des individus très durables. Comme ça, je vais pouvoir faire le lien direct avec la suite. La très grande majorité des personnes adoptent quelques comportements durables pour des raisons volontaires, puis des fois des raisons accidentelles. Moi, l'exemple que je prends toujours, c'est la personne qui a une phobie énorme de l'avion. Peut-être qu'elle a, et puis qu'elle ne prend jamais l'avion parce qu'elle déteste ça, elle a peut-être pour son poste, on dit, mais mobilité CO2, un niveau assez bas, mais ce n'est pas du tout pour des raisons écologiques, c'est juste par peur de l'avion. Donc, c'est une personne qui, dans un domaine, va être durable dans les faits, mais par contre, c'est peut-être une personne en termes d'alimentation ou d'autres décisions de vie, ne va pas du tout l'être. Donc, j'aime mieux parler de comportement, et on sait que malheureusement, les comportements tendent à ne pas se généraliser. Dans certains cas, les personnes commencent dans un domaine en disant bah, « tiens, je vais commencer à prendre le vélo à la place de la voiture, etc. » Puis, au bout d'un moment, on va dire, bah, tiens, je pourrais faire des efforts dans un autre domaine. Mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Et ça a été montré par méta-analyse, qu'il n'y a pas de diffusion, ou il y a peu de diffusion. Pour qu'il y ait diffusion, il faut que le comportement ait été adopté pour une raison intrinsèque forte, une motivation pour l'environnement. Et une de mes mémorantes est en train de travailler là-dessus. On regarde, on a envoyé un questionnaire à toutes les personnes chercheuses de l'UNIL, donc c'est pas mal de gens. Regardez si les personnes qui ont fait des changements dans leur mobilité quotidienne, c'est-à-dire venir en vélo à l'université, en transport public, avoir réfléchi à sa mobilité de tous les jours, impactent la mobilité professionnelle. Parce que, comme ça a été dit dans mon introduction, je ne pensais pas parler de ça, mais à l'université, on a tendance à prendre beaucoup de l'avion et on a des empreintes carbone professionnelles assez catastrophiques. Et puis voir justement qui décide de généraliser d'un domaine à l'autre. Et donc, la classe sociale, on sait ça de toutes les études quasiment que j'ai vues, de celles que j'ai fait en Suisse aussi, plus les gens ont d'argent, plus les gens ont une empreinte. Mais c'est une corrélation. Il y a toujours l'exemple de la personne qui a un très haut revenu, par exemple, qui fait énormément de dons, puis qui utilise très peu. On a toujours le contre-exemple. Mais si on regarde les tendances, elles sont assez fortes. C'est un gros prédicteur. Et il y a beaucoup de personnes qui ont des empreintes très faibles, mais à défaut d'avoir les moyens d'avoir une empreinte élevée. Alors, j'avance. Autrement, je ne vais pas aller au-delà. Alors, qu'est-ce qu'un comportement durable? Donc, moi, je ne parle pas de comportement durable dans mes cours, dans mes recherches. Je parle de comportements pro-environnementaux, comme ça, c'est clair, c'est vraiment des comportements écologiques. C'est soit pratiquer des comportements qui bénéficient à l'environnement, mais le plus souvent, c'est s'abstenir de pratiquer des comportements qui nuisent à l'environnement. Par exemple, pratiquer des comportements qui bénéficient à l'environnement, ça peut être vraiment quelque chose de public, de politique, un engagement, quelque chose qu'on ne faisait pas et que tout d'un coup on fait en plus. Mais souvent, la plupart des comportements dans lesquels les personnes s'engagent, c'est de se dire, bon, bah voilà, avant j'allais en voiture au travail, bah maintenant, en fait, finalement, c'est qu'à un quart d'heure à pied, j'ai qu'à aller à pied. Juste, voilà, je vais reprendre ce terme, comportement pro-environnementaux, c'est un petit peu barbare, mais c'est pour que vous compreniez bien de quoi je parle. Et on se demande beaucoup dans la pratique et aussi en recherche sur quel comportement on devrait se focaliser, parce qu'il y a beaucoup de comportements, puis ça, il y a plein de quantifications qui existent, vous en trouvez en ligne. Si vous renoncez, j'ai pris l'exemple ici, je parle aussi beaucoup de l'avion, hein. Par exemple, un vol intercontinental Londres-New York, si on le prend, on utilise plus de CO2 qu'un habitant ou une habitante de tous ces pays du monde. Donc typiquement, renoncer à un vol intercontinental, c'est quand même un niveau individuel, bien sûr. Au niveau global, ça reste peu. Ça aura plus d'impact qu'une fois ne pas prendre une tasse réutilisable qu'on jette. C'est bien de ne pas en utiliser, hein, mais voilà. Donc il y a certains gestes
qui consomment objectivement en CO2 ou équivalent CO2 beaucoup plus que d'autres. Il y a même des gens dans mon domaine, ils ont publié ça l'année passée en disant, bon maintenant, la psychologie de l'environnement, on se focalise plus qu'essayer de comprendre comment on peut modifier les gros gestes, parce que comprendre justement des tout petits gestes qui finalement n'ont pas beaucoup d'impact, voilà. Et puis il faut voir ces gros gestes, comment est-ce qu'on peut, comment on peut essayer de les influencer, est-ce qu'ils sont influençables, et puis justement aussi s'occuper, et ça je vais y revenir, de gestes dont on n'arrive pas à quantifier l'impact, parce que voilà, si vous renoncez à un vol, vous pouvez savoir quand même relativement précisément quel aurait été l'impact de votre vol. Par contre, si vous signez une pétition, comment vous pouvez quantifier si vraiment il y a un impact CO2 de votre signature, vous ne savez pas. Et puis, donc, il y a toujours la question, et là, je fais c'est aussi pour introduire, enfin, présenter mon domaine, qui est la psychosociale. Ça, si vous avez déjà vu une présentation de ma part, c'est vraiment le truc que je mets partout. C'est que finalement, si on se focalise sur le quotidien, c'est pas le mien, hein, c'est un papier que je trouve super et puis qui, en quelques pages, résume assez bien la situation, je trouve. Si on se focalise que sur la personne, on a le plus petit impact. Donc ces petits gestes du quotidien, alors voilà, si on se focalise que sur des personnes en tant qu'individus séparés et déconnectés, on a peu d'impact. On a un impact si on mène une intervention pour essayer de convaincre les personnes de changer un certain comportement. Pour avoir le plus gros impact et on espère une fois arriver à un niveau où on peut en fait, par exemple, enfin pas par exemple, mais où on peut atteindre, on va dire, les recommandations du GIEC en matière d'émissions et de degrés de réchauffement climatique, il faut changer tout le système, il faut changer les normes, il faut changer les histoires. Qu'est-ce qu'une norme, qu'est-ce qu'une histoire? Ça peut être, qu'est-ce qui rend, enfin, ça varie d'une culture à l'autre, d'un endroit à l'autre, mais il y a des normes assez fortes sur de quoi on a besoin dans la vie pour être heureux. Est-ce qu'on a besoin justement d'aller aux Seychelles versus au Grison? Qu'est-ce qui nous rend heureux? Est-ce que c'est d'avoir de l'argent? Est-ce que c'est d'avoir des biens, etc. Puis entre deux, on a plein de niveaux. On peut regarder aussi, voilà, ce que la personne fait dans son cercle très personnel, mais aussi dans son cercle proche. Est-ce qu'elle peut essayer d'influencer les autres qu'elle connaît? Après, quels sont ses pouvoirs potentiels, on va dire, organisationnels à son travail? Est-ce qu'elle peut proposer une nouvelle norme, une nouvelle directive? Après, dans l'espace public, la personne, si elle a les droits politiques, elle peut voter, elle peut s'engager dans la sphère politique pour essayer de changer les choses. Donc voilà, il ne faut pas voir ça comme des quantités, mais il faut toujours voir que tous ces cercles, en fait, à l'intérieur, ce sont des humains. Est-ce que si on veut changer les grands cercles, il faut aussi changer les humains? Donc ça vaut la peine de se focaliser sur les personnes pour essayer de les convaincre, d'agir plus pour l'environnement, mais il ne faut pas oublier que la personne, son comportement écologique, ce n'est pas seulement je dirais, le petit business quotidien. C'est bien de changer son petit business quotidien, mais il faut aussi voir comment on peut changer d'autres cercles. Car, et c'est là que je reviens sur la question sociale que j'ai mal compris au début, on agit beaucoup, en fait on sous-estime, surtout dans les pays individualistes comme les pays occidentaux, on sous-estime en fait combien déjà les autres se font du souci pour l'environnement, c'est ce qu'on appelle l'ignorance plurielle, mais je ne vais pas trop aller là-dedans, parce que je vais vraiment ne pas arriver au bout de ma présentation. Et puis, observer les autres nous influence dans notre propre comportement. Et c'est ça, c'est un peu ce niveau-là, des réseaux sociaux, pas les réseaux sur Internet, hein, de manière générale, les groupes sociaux dans lesquels on s'inscrit, eh ben, on a de l'influence justement en faisant notre comportement, en performant, je ne sais pas comment dire, si tout d'un coup, avant j'allais en voiture au travail pour des raisons notamment de transport de plusieurs enfants d'un point A à un point B, puis après je me suis dit, Ariane, on va essayer le cargo. Et puis maintenant, je me dis, j'ai réduit mon empreinte carbone, alors, quelques kilos, voilà, mais en même temps, j'envoie un message que maintenant, moi, je prends le vélo
Et puis, c'est possible que si on est de plus en plus, on bascule d'une norme minoritaire à une norme, enfin, une norme minoritaire, ce n'est pas une norme, c'est un comportement minoritaire, à une norme majoritaire. Donc c'est pour ça que pour moi, et ça c'est le point de vue aussi beaucoup de la psychologie sociale, il ne faut pas s'arrêter juste un comportement écologique, durable, pro-environnemental, c'est parce qu'on a réduit X kilos de carbone, mais il faut toujours penser à tout ce qu'on peut atteindre par ricochet. Alors, je ne suis pas en train de dire que ça marche toujours, là, et les études le montrent, hein, c'est pas, des fois les normes ne marchent pas, mais c'est quand même un puissant vecteur du changement comportemental. L'exemple que je prends typiquement aussi, je reviens sur la viande, après il faudrait des fois que je me recycle un peu dans mes exemples. Si une personne arrête de manger complètement de la viande et on lui demande « mais pourquoi tu as fait ça ?» La personne va sûrement dire bah, « je l'ai fait pour le bien-être animal, pour des raisons éthiques, morales, environnementales ». Il est peu probable que la personne cite en premier « ouais, mais dans mon groupe d'amis, finalement, j'étais le dernier ou la dernière à encore manger de la viande ». On ne va pas le dire. Je ne dis pas que nous sommes des moutons sociaux et on fait tout en fonction des autres, mais probablement dans l'équation, ça a joué un rôle. Et ce rôle, on le sous-estime et en recherche, souvent, on s'y intéresse moins parce qu'il est très dur à quantifier, surtout à long terme. C'est plus facile de dire bon, ben, on fait une campagne de prévention dans un bâtiment, on regarde qui éteint la lumière, puis après on monte sur un graphique, paf, l'électricité a baissé, ce qui est très bien, mais on ne sait pas comment ça peut avoir d'autres impacts justement par ricochet. Et finalement, ça je l'ai mis toujours dans cette, pour avoir une petite note d'espoir quand même, c'est un papier que je trouve super intéressant. C'est une intervention pour le climat qui a été faite dans une école en Caroline du Nord aux États-Unis. Ici, vous avez, toujours par cette idée de ricochet, hein, c'est pas que ça sort de nulle part, je voulais le mettre, à gauche ou à droite, je ne sais pas, ici, vous avez le groupe qu'on dit contrôle, ça veut dire les parents, les enfants n'ont pas eu, c'était des enfants du secondaire 1 environ, l'âge, middle school. Et puis là, vous avez de mon côté, je ne sais pas si vous voyez très bien là, si je me mets devant, les parents, les pères et les mères dont les enfants ont suivi le programme. Et plus la barre est haute, plus les personnes se font du souci pour l'environnement. On voit que s'il n'y a pas d'intervention, donc ça c'est le souci pour l'environnement des parents, pas des enfants. Les parents, ils n'ont eu aucune intervention, hein. Et là, on voit les parents dont les enfants n'ont rien fait de spécial. Il n'y a pas de différence, même si on dirait que c'est un peu plus haut, ce n'est pas significatif la différence. Par contre, là, on a une très nette différence, c'est une belle expérience et c'est rare d'avoir des settings expérimentaux où on peut interroger les parents qu'on fait des choses. Donc c'est aussi, j'admire l'équipe de recherche qui a réussi à faire ça. Et on voit que quand les enfants, enfin là c'était des ados, ont été sensibilisés à l'environnement, eh ben, les parents expriment eux-mêmes dans un questionnaire anonyme fermé, où vous n'avez pas besoin de dire que oui, c'est important l'environnement. Donc on voit que même une intervention faite dans un milieu scolaire peut impacter. Alors, ce n'est pas tous les parents qui vont se transformer. Et c'est intéressant, l'impact était plus fort sur les pères et les gens conservateurs, donc les gens où il y avait le plus de marge d'amélioration. Et aussi, ils ont aussi regardé justement par idéologie politique des parents. Si les parents sont déjà super sensibilisés, ça ne va pas changer grand-chose. Par contre, chez des parents qui se soucient très peu de l'environnement, on voit qu'il y a une marge d'amélioration moyenne. Chez certaines personnes, ça ne va pas marcher, hein. Mais voilà. Après, je voulais juste, avant que je parle plus spécifiquement de l'école, comment parler du climat, si quelqu'un souhaitait réagir à ça, donc voilà, je n'ai pas parlé en détail parce que ça peut être un cours de 2 heures que là-dessus, qu'il y a beaucoup de gestes différents qu'on peut faire pour l'environnement, de choses très personnelles, de choses plus publiques. Est-ce que quelqu'un a envie de donner un retour sur finalement quels gestes sont généralement abordés dans des situations d'enseignement? Et j'imagine que vous n'avez pas du tout les mêmes âges d'élèves. Est-ce que vous avez déjà participé à des actions où vous apprenez, ou des organismes externes viennent apprendre aux enfants à faire des gestes? Oui. Oui, alors moi récemment, j'ai demandé à une spécialiste de l'environnement, alimentation-environnement, de venir intervenir dans ma classe et de présenter qu'elle a fait exactement un peu ce que vous dites, c'est-à-dire pourquoi elle change sa pratique. Et puis ensuite, on est allé travailler au champ. Okay. Et alors là, j'ai vu vraiment quelque chose d'assez fantastique. Donc le but de ça, c'est de voir à quel âge
on peut avoir un plus grand impact sur leur comportement. Donc pour moi, il y a des 11e, il y aura des 12e, et puis voir à quel moment en fait on les perd. Dans la discussion, c'était nos buts ici. Et puis donc c'était juste fantastique de les voir. Donc ils sont plantés, ils ont débroussaillé, arraché, etc. Et puis donc le fait d'avoir quelqu'un extérieur à moi, mon discours, parce qu'on me disait ils me connaissent mon discours, je le partage, d'avoir un apport extérieur de quelqu'un qui ne connaissait pas, qui en fait confirme que ça marche, puis après en fait on prend connaissance, c'était par rapport aux questions, les enfants disent mais le bio c'est trop cher, les légumes c'est trop cher, et puis après voir la pratique, voilà. Donc je vais voir comment on va pouvoir progresser avec ça, mais en tout cas ça marche. Ok, d'avoir une personne externe. Absolument, qui n'est pas vraiment leur enseignant, enfin, quelqu'un qui confirme quand même et qui leur amène cet aspect-là, mais par un autre biais. Oui. Après, peut-être si j'ai le temps, je parlerai 2-3 mots de ce qu'on a fait. C'était justement créer des projets en lien avec l'alimentation durable. C'était assez intéressant de voir les enfants. La première chose qu'ils disaient, c'est on ne veut pas manger moins de viande. Absolument, c'est exactement cette question. On disait, bon, on ne vous demande pas d'arrêter de manger de la viande, on vous demande de créer un projet, c'est vous qui le choisissez. Il y a même un groupe qui a créé un projet qui ne verra pas le jour où c'est avoir un poulailler à l'école parce qu'après on tue les poules. Voilà. Mais on utilise les œufs avant, c'est toute une réflexion sur les poules. Il faut les confronter. Quelqu'un d'autre souhaite Oui. On avait travaillé sur justement la consommation de viande. Et alors, voilà, ils devaient tous dire combien de fois ils mangeaient par semaine de la viande. Enfin, ils devaient se questionner en fait sur leur propre consommation. Et après, on regardait plus scientifiquement des graphiques qui montraient l'impact de la consommation de viande, comment ça modifie les terres. Enfin, en fait, relier un peu tous les problèmes autour de la viande et ce qui se passe actuellement au niveau du changement climatique. Et ensuite, on a fait l'empreinte carbone. Okay. Et on a discuté aussi des limites de ces modèles de questionnaires pour l'empreinte carbone. Est-ce qu'on prend en compte qu'est-ce qui est plus mis en avant? Alors, tous ceux qui prenaient l'avion à long terme, à long courrier, les avions, les 5 dernières années, évidemment, ils étaient très péjorés. Alors que d'autres qui mangeaient beaucoup de viande, ils avaient beaucoup moins d'émissions CO2. Donc c'était aussi questionner un peu ces priorités dans les gestes du quotidien. Ouais, moi je fais ça aussi en tant qu'enseignante. En début d'année, je leur fais remplir un calculateur carbone. On ne partage pas le score, c'est pour vous, mais juste pour vous rendiez compte. Justement, quand je fais une leçon sur qu'est-ce qu'un comportement écologique, puis je vois toujours à la fin des têtes où je me dis, mon Dieu. Oui. Moi j'avais fait la même chose, mais avec l'empreinte hydrique. Les élèves ont travaillé en géo sur le thème de l'eau. Et du coup, ils avaient tous rempli leur empreinte hydrique avec il y a les informations manquantes, mais c'était pour leur faire prendre conscience de où ils consommaient beaucoup d'eau. Et puis après, c'était de se questionner sur en fait pourquoi ça c'est très consommateur d'eau. Après, on remontait la chaîne pour qu'en fait ils comprennent que c'est pas juste des mots où on dit oui, alors ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais en fait pourquoi manger de la viande? Il y a une empreinte hydrique qui est forte derrière. Et ça avait été assez intéressant. Après, ils avaient constitué des posters par rapport à un sujet en particulier. Et ça leur faisait, ça donnait un peu de sens sur ce qu'ils entendent assez régulièrement. Puis ça avait passablement bien marché. Ok, donc ça c'est avec des plus grands aussi, j'imagine, secondaires. C'est des 11G. Ok, oui. Ouais, c'est intéressant aussi, je pense. Même en tant qu'adulte, on ne se représente pas toujours la pression sur les ressources en eau, sur aussi les situations d'interdépendance. Les vaches, tout ce qu'elles mangent de blé, c'est du blé qu'on peut pas utiliser pour d'autres humains aussi, simplement. Et ça, c'est toujours complexe, je trouve. Après, essayer de dire, plutôt que d'arrêter, comment faire pour modifier, parce que tout ce qui est lié au changement climatique, c'est beaucoup des interdictions, arrêter de faire plein de choses. Et c'est assez négatif. Par contre, l'idée, c'est de se dire que c'est pas interdire, mais c'est juste changer. Oui. Tu continues à aimer la mode, mais tu consommes d'une autre manière qui est moins impactante. Oui. On avait beaucoup travaillé là-dessus. Oui. Ouais, je pense que c'est intéressant, les messages trop punitifs de manière générale. Si c'est punitif, il faut qu'il y ait un système de sanctions. Je ne parle pas au niveau politique, je parle au niveau de la psyché humaine. Si on nous dit qu'il ne faut pas faire ça, mais si tu continues à le faire, personne ne va rien te dire.
on sait que ça marche assez moyennement. Hein. Tiens, sur mes enfants, ça marche assez moyennement. Hein. C'est pas toujours en lien avec le climat. Alors, j'avance. Alors, il me reste combien de temps? Parce que j'ai pas de montre, moi. 10 minutes. Ouh, là, désolé. Bah, voilà. Donc voilà comment, alors ça je vous passe parce que je pense, vous savez qu'il y a un changement climatique quand on pense aussi aux boucles de feedback. Ça, chaque fois que je me penche dessus, après je suis déprimée une demi-heure. Comment communiquer? Alors ça c'est ce que je voulais vous montrer. Qu'est-ce qu'on a fait? Mais 10 minutes avec la discussion. Ah non, sans la discussion. Ah parce que pour moi, voilà, vous m'avez fait peur, je me dis c'est déjà 2h20, je ne sais pas comment j'ai fait ça. Non, parce que justement la discussion elle est comprise. Jusqu'à 3h30 pour le tout. Ok, 2h30 parce que l'autre intervenant, je pense qu'il aimerait parler aussi. Voilà ce qu'on a fait dans un gymnase. Donc là, ce n'était pas sur la communication en tant que comment parler, mais on a récolté juste un questionnaire. Donc là, il n'y avait pas d'intervention. On a juste mesuré ça sur des gymnasiens et gymnasiennes. C'était en 2016, avant aussi les divers grèves pour le climat et autres, tout au début. Et puis, ce qui est intéressant, et je vais juste focaliser là-dessus, on avait, parmi les diverses choses mesurées, on avait mesuré ce qu'on appelle les attitudes écologiques, mais ce n'est pas vraiment des attitudes, c'est simplement des choses qui sont réelles. Les humains surconsomment les ressources qu'ils ont à disposition, ce n'est pas une attitude, c'est un fait, parce que les humains surconsomment de manière générale. Les atteintes à la biodiversité sont minimes. Donc c'est ce qu'on appelle un item renversé pour avoir pas donner l'impression que c'est un questionnaire écologique. On met les phrases dans les deux sens, puis après on change les scores, enfin on les retourne. Et donc voilà, on sait que les atteintes à la biodiversité, elles ne sont pas minimes, c'est un fait scientifique. Puis on a regardé en fait finalement qu'est-ce que les jeunes faisaient dans leur gymnase. Et puis on s'est penché sur deux, je suis désolée, l'article est en anglais. Puis, ce qui est chouette, c'est que depuis ma présentation de l'année passée, il a été publié, ce qui est toujours quelque chose, une grande source de bonheur quand on lutte sur ces papiers. On avait regardé deux choses. Les jeunes devaient signer un mot, c'était dans le cadre d'une journée avec un reportage et tout sur l'environnement. Puis les jeunes qui choisissaient pouvaient signer un papier adressé au directeur de l'école en disant « Moi, j'ai vraiment envie de m'engager pour l'environnement, à faire quelque chose dans le cadre du gymnase, hein, pas en dehors. » Puis il y a aussi tout un groupe qui s'était lancé dans un jardin de permaculture, donc une action concrète sur les lieux du gymnase. Et on a dû faire tout un micmac pour que tout soit respecté sur le plan éthique, mais on a pu lier les résultats de notre questionnaire à ces deux. Donc ce n'est pas les jeunes qui ont dit « moi je veux faire ça, j'ai fait ça », on le savait si les jeunes l'avaient fait concrètement, mais on ne savait pas lesquels c'était. Enfin, on a des normes éthiques assez strictes pour ce genre d'études. Et puis ce qui est intéressant, alors je passe assez vite vu le temps qui me reste, mais les jeunes qui avaient justement ces connaissances sur l'environnement, qui se rendaient compte de la gravité des atteintes à l'environnement, c'est des jeunes qui pensaient que finalement, le destin de la planète, c'est plutôt dans les mains des scientifiques, des entreprises, c'est ce qu'on appelle les autres puissants, c'est ce qu'on appelle un locus de contrôle, enfin il y a un terme psychologique pour ça. Mais en même temps, c'était aussi des jeunes qui pensaient pouvoir faire quelque chose pour l'environnement, qui pensaient que toutes les générations devaient agir et qui s'engageaient concrètement dans ces deux projets. Donc le fait d'être au courant et d'être informé et de se rendre compte de l'ampleur, ce n'est pas quelque chose qui les a empêchés d'agir. Et ça, je trouve que c'est intéressant comme résultat parce que ça montre que le fait d'être conscient et conscient des atteintes, ce n'est pas forcément ça qui va nous réfréner. Par contre, on a répliqué les choses sur tous les étudiants et étudiantes bachelor de l'UNIL. Bon, ça, je vous passe. Et puis, voilà, donc, je vous reposerai la question après. C'est finalement, mais quand même, quand on présente ce genre de choses, ça peut être quand même, moi, chaque année, je redonne mes cours. La première séance, c'est toujours une introduction sur le changement climatique. Je me mets à jour, je lis les derniers trucs du GIEC, tout ce que je trouve. Je consulte les collègues qui travaillent là-dessus. Puis chaque fois, je ressors très déprimée de mon propre cours. Et la question, c'est comment on communique sur quand même quelque chose qui est, pour l'instant, l'humanité va plutôt dans le scénario, enfin dans des scénarios pas très sympas du GIEC, où on arrive à des degrés de réchauffement qui montent en tout cas largement au-dessus de 3, parce que ça, c'est si on ne change pas notre mode de vie, et ça, c'est si on change vraiment radicalement, on n'est pas trop là-dedans, plutôt par là. Hein. Et puis, je me dis, mais voilà, comment on communique, et surtout,
est-ce que les gens ont besoin d'avoir peur? Les gens, je dis enfants, adultes, ados, tout le monde. Est-ce qu'il faut provoquer? J'ai mis provoquer entre guillemets parce que le but, c'est pas... Enfin, en tant que psychologue, c'est comme bizarre d'écrire, faut-il provoquer de l'anxiété? Mais est-ce qu'il faut quand même montrer les faits? Parce que si on parle vraiment du fait scientifique, des connaissances actuelles sur le climat, la biodiversité, c'est pas des connaissances très réjouissantes. Comment en parler sans provoquer cette anxiété? Parce qu'on sait, alors les dragons de l'inaction, c'est un grand papier de psycho de l'environnement qui est souvent cité. On sait qu'il y a des choses qui nous empêchent d'agir, que j'ai déjà cité au début, mais il y en a d'autres. Et on nous appelle ça les dragons de l'inaction. Est-ce que la peur, finalement, on nous dit, finalement, il n'y a pas de... Enfin, si on continue d'agir comme ça, l'humanité, on ne sait pas... Enfin, à long terme, on ne sait pas trop comment ça va se passer sur Terre. Est-ce que si on dit ça à des enfants, à des ados, mais aussi à des adultes, on ne les paralyse pas par la peur? Et ça, c'est une question qu'on se pose beaucoup, beaucoup en psycho de l'environnement, et pas qu'en psycho de l'environnement, en psycho tout court. Et on sait que sur toutes les générations qui viennent après nous, il y a quand même des impacts assez forts. Par exemple, une grande enquête mondiale qui avait montré que une jeune sur 4 avait même peur d'avoir des enfants à cause de la crise climatique. Alors ça varie d'un contexte à l'autre, etc. Mais c'est des peurs qui s'entendent chez les jeunes, ce qui a motivé les grands mouvements de grève et de manifestation. Mais après, voilà, est-ce que ce phénomène d'éco-anxiété, puis après je vais dire qu'il y a plusieurs définitions, c'est vraiment un phénomène super émergent. Moi j'ai plusieurs étudiantes qui travaillent là-dessus, d'un point de vue plutôt psychothérapeutique, mais aussi dans d'autres perspectives. Ça, si ça vous intéresse, c'est sorti il y a 1 mois, hein, il est super. C'est dans le milieu en plus vraiment scolaire, et d'éducation au sens large. Est-ce qu'on a besoin de cette anxiété pour que les gens agissent, ou est-ce qu'on les paralyse? Comment parler pour ne pas la créer? Donc, il y a beaucoup de définitions, celle-là je la trouve pas mal. L'éco-anxiété est un malaise psychologique et parfois physique de degré variable, et c'est ça qui est important, c'est le degré variable, caractérisé par l'appréhension d'une menace plus ou moins éloignée dans le futur et significativement associée à la catastrophe écologique. Donc voilà, c'est une anxiété qui a pour substrat le changement climatique et d'autres faits associés ou environnementaux de manière plus générale. Et c'est un malaise qu'on peut ressentir de manière personnelle. Et puis, ce qui est important, je reviendrai après, ça aussi, c'est sorti cette année, c'est vraiment, en particulier chez les enfants et les adolescents, c'est un domaine de recherche qui est très vivace ces temps, parce qu'on sait que les atteintes climatiques, elles ne vont pas disparaître. Donc, il y aura de plus en plus de questionnements, notamment au milieu scolaire, mais de manière générale en lien avec l'enfance et l'adolescence. Et ça se retrouve dans beaucoup d'autres écrits scientifiques sur l'éco-anxiété. On peut l'avoir de 2 manières, en fait, qui ne sont pas mutuellement exclusives. On peut la voir, et c'est la deuxième, comme une cause potentielle de dysfonctionnement humain. Et là, on part dans la psychologie clinique, qui n'est pas mon domaine, mais où il y a actuellement en Suisse déjà des thérapeutes qui commencent à traiter des personnes qui viennent en consultation. J'ai une étudiante qui fait son mémoire sur les thérapeutes qui traitent ce genre de problématiques et comment ces thérapeutes les traitent. Donc des personnes qui arrivent en disant « mais en fait je me fais tellement de soucis pour l'environnement que je n'arrive plus à en manger, j'arrive pas à me projeter dans le futur, je vais interrompre mes études », voilà, avec des différentes manifestations. Et là, on vient dans le dysfonctionnement personnel, dans le sens qu'on n'arrive plus à fonctionner dans son quotidien. Mais contrairement à d'autres formes d'anxiété, beaucoup de psychologues et d'autres chercheurs et chercheuses disent « mais il y a une différence avec les autres troubles de l'anxiété, c'est que l'anxiété, c'est une peur une peur exagérée. Par exemple, je prends la mort, je ne suis pas une spécialiste de ces questions, mais je trouve que c'est assez parlant comme exemple. Objectivement, tout le monde va mourir, tôt ou tard. Et puis, bien sûr, penser à sa propre finitude, c'est un moment de stress personnel intense, mais théoriquement, si on fonctionne, on dit mais normalement, avec 4 guillemets de chaque côté, j'aime pas ce terme, on n'est pas obsédé par sa mort du matin au soir. On sait que ça va arriver, c'est quelque chose de vrai, mais on n'a pas une peur exagérée. Bon, bien sûr, si on est en bonne santé, etc. Hein, mais
Alors, donc, une des anxiétés cliniques liées à la mort, c'est quand on ne peut plus fonctionner tellement qu'on a peur de mourir. Alors que dans le cas du changement climatique, il y a des chercheurs et chercheuses qui disent, en fait, être très très anxieuse par rapport au climat, c'est peut-être une réponse adaptative. Il y a même une autre chercheuse, elle parle d'une réponse émotionnelle saine et cohérente. Ça, c'est une des spécialistes de l'éco-anxiété chez les enfants, Caroline Hickman. Et que l'anxiété doit être considérée, alors, tant qu'elle reste gérable émotionnellement chez la personne, que ça ne crée pas une souffrance, finalement, l'anxiété par rapport au changement climatique, elle est plutôt, pas rassurante, c'est un terme horrible, mais ouais. Alors que si on lit un rapport du GIEC, puis on arrive à la conclusion qu'il n'y a pas de problème, puis qu'on n'a pas un petit brin d'émotion, c'est plutôt ça qui est intriguant, en fait, c'est qu'on puisse ne pas être anxieuse. Après, quand je dis que ce n'est pas mutuellement exclusif, c'est pour bien sûr considérer et toujours prendre en compte ce que dit Hickman. J'ai essayé de traduire, alors c'est ma traduction à cette dernière minute, je me suis dit que je n'allais pas mettre une tartine en anglais, de dire que notre rôle en tant qu'adulte de manière générale, mais aussi en tant que personne dans le milieu éducatif, c'est justement d'accueillir et de comprendre ces émotions. Alors comment le faire après? Ça, il y a beaucoup de questions là-dessus. Mais en promouvant ce qu'elle appelle un activisme interne, c'est elle qui a mis les guillemets, pas moi, construire la résilience émotionnelle, mais en tout cas de considérer qu'une personne, enfant, adulte, qui se fait du souci après un exposé sur la crise climatique, la disparition des espèces, etc. Je sais qu'en tout cas, de mon expérience, les enfants assez jeunes, quand on dit que des espèces disparaissent, c'est toujours un petit moment... Voilà. Mais que de ne pas en fait accueillir ces émotions en disant mais c'est normal, c'est inquiétant ce qu'il se passe, objectivement c'est inquiétant, c'est un fait scientifique. Et puis là, elle parle par exemple d'activisme externe, et j'aime pas trop le terme activisme dans ce cas-là parce que ça réduit en fait l'activité, mais que l'enfant, il faut déjà accueillir ses émotions. Alors c'est très facile à dire comme ça, je sais. Et puis, mais aussi l'aider en fait par des interventions, se dire ok, maintenant je t'ai donné ce bagage, je t'ai donné ces informations, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on peut faire, et ça c'est en lien avec les comportements durables que j'ai dit avant, c'est vraiment pouvoir donner les moyens aux enfants, aux ados, mais aussi aux adultes, quand je fais des formations, des interventions, d'agir. Et ça, on peut le faire, et puis après, je vous laisserai, je passe ça. Ça, c'est dans ce grand papier avant que j'ai mis aussi, celui-là. J'y reviens, j'ai oublié de mettre la citation. Et ce n'est pas une recherche précise, c'est vraiment tout un résumé de l'éco-anxiété chez les enfants. Et les auteurs et autrices distinguent plein de niveaux où on peut agir. Et qu'est-ce qu'on peut faire au niveau, qu'ils disent, du mésosystème, donc de la communauté, de l'école, des encadrements des enfants. Donc là, on ne parle pas du microsystème de la famille, mais déjà un niveau un peu plus large. Et puis, c'est de faciliter l'action en donnant aux enfants, et on fait pas que moi je fais ça avec les adultes aussi, en leur donnant un sentiment d'efficacité. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut le faire? Parce que souvent, on va dire, comment dire, je sais pas, le remède, parce que moi je ne suis pas clinicienne, je ne peux pas utiliser ces termes comme ça, mais quelque chose qui permet de contrôler une anxiété, une peur, c'est d'agir. La peur, alors c'est très complexe l'anxiété, puis justement je ne vais pas faire rentrer dans des détails de thérapie ou autre, mais la peur elle paralyse, c'est une émotion qu'on dit désactivante, mais si on sait que cette peur peut arriver et qu'on la couple en fait à quelque chose qui permet de s'en sentir efficace, on diminue significativement la peur. Mais pour revenir sur comment communiquer, alors après vraiment quel terme utiliser, etc., il y a beaucoup de discussions à avoir, mais ça veut dire qu'on peut présenter du contenu scientifique correct, établi, sur l'état du monde, sur l'état de certaines ressources, sur l'âge, il faut que ça soit un contenu approprié à l'âge, on est d'accord. Ça peut être aussi sur l'impact sur les espèces animales, des collègues qui travaillent aussi sur les interdépendances. Ce qui se passe dans un pays, ça impacte comment les autres pays du monde. Il y a plein de choses que j'imagine vous maîtrisez beaucoup mieux que moi, mais cette notion d'agency, elle est importante pour que l'anxiété ne reste pas.
c'est agency en anglais, moi je parle aussi d'efficacité, l'impression qu'en tant qu'individu, et surtout qu'en tant que groupe, ça sera la dernière chose que je dirais, je pense que j'approche de la fin, on peut agir. Est-ce que vous avez des questions? Vous voulez que je passe un ou deux exemples? J'ai l'impression que je suis montée un peu en abstraction tout d'un coup, et puis c'est toujours les choses qui paraissent super sur papier, puis après on est devant sa classe, j'imagine. Moi je suis devant aussi quand je dois monter une intervention, puis je me dis, oh Yann, c'est super, puis maintenant tu fais quoi? Voilà. Donc après, je vous laisserai agir, j'espère que j'aurai le temps. Comment instiller justement un sentiment d'efficacité chez les jeunes quand on leur dit, mais en fait le problème il est tellement énorme que finalement, si toi, vous agissez dans votre quotidien, enfin, ça sera juste une goutte d'eau dans l'océan. Et c'est ce qu'on appelle vraiment un sentiment de contrôle bas, un sentiment d'efficacité bas. On a plein de termes en psychologie pour parler de ça. Et c'est vraiment l'idée qu'il y a deux formes d'efficacité. On a toujours tendance à, quand on parle de changement climatique, et ça a été très longtemps le cas dans la recherche en psycho là-dessus, on regarde l'efficacité seule. Mais objectivement, je pense qu'il n'y a personne dans la salle, je suis en train de perdre mon micro là, qui va dire, oui, mais moi, tout seul, toute seule, je peux changer le changement climatique, je pense. À moins qu'on somme la personne la plus puissante au monde, là, je pense qu'on a peut-être une petite marge de manœuvre. Nous, dans notre quotidien, même si on a un rôle spécial dans la société, on ne va jamais y arriver tout seul. Il faut agir en groupe. Alors, en groupe, ça peut être des groupes formés, mais ça peut être aussi l'impression qu'une génération entière se motive. Et on distingue beaucoup l'efficacité personnelle de l'efficacité de groupe, parce qu'on sait, et c'est un tableau super barbare, ça, c'est une méta-analyse, donc plein d'études sur les comportements pro-environnementaux et voir qu'est-ce qui les motive. Et j'ai juste mis deux choses. Finalement, le fait qu'on ait l'intention de faire quelque chose pour l'environnement, c'est conditionné avec la même puissance par nos attitudes écologiques, donc vraiment j'ai envie de faire quelque chose pour le climat, je suis préoccupée, etc., que par l'impression que de toute façon, ça ne sert à rien ce qu'on va faire. Donc ce manque d'efficacité tout seul en tant que petit pion, eh ben, ça a la même puissance. Puis ça, c'est une méta-analyse, mais il y en a d'autres. C'est vraiment, nous, on a l'impression en fait que les gens qui agissent de manière durable le font par conviction. C'est souvent le cas. Comme j'ai dit, des fois aussi, ça peut être une phobie de l'avion ou autre chose. Mais c'est clair que c'est important pour entrer dans un comportement durable d'avoir ces intentions. Mais le fait qu'on ait l'impression que ça ne serve à rien, ça va avoir tout autant d'impact. Et ça, on s'en rend souvent pas compte. Puis après, il y a les normes, ce qu'on perçoit chez les autres, qui est aussi super puissant, mais ça, je ne peux pas en parler là. Mais donc, même si la personne, on va dire qu'elle a été sensibilisée, elle se fait vraiment du souci pour l'environnement, si elle a l'impression qu'elle va avoir aucun impact, il y a de fortes probabilités, en fait, qu'elle fasse moins ou qu'elle fasse rien. Donc c'est un peu par rapport à un des commentaires au début, pour casser cette dichotomie des gens qui sont préoccupés et qui font et des gens pas préoccupés qui s'en fichent. Il y a des gens qui ont vraiment une sensibilité, qui se posent des questions, qui aimeraient faire quelque chose, mais disent mais de toute façon ça va rien changer. Et donc comment, et là il y a tout un champ de recherche émergent justement dans cette psychologie plus sociale de l'environnement, en disant mais en fait, objectivement, c'est très dur de se persuader que tout seul, toute seule, on peut faire quelque chose. Par contre, en groupe, et comme je dis groupe, ça peut être vraiment des groupes, ça peut être un groupe en tant que classe, un groupe en tant que toute une génération, ça peut être la famille, ça peut être, voilà, ça peut être aussi un organisme politique, militant, ça peut être plein de choses. Et on a plusieurs recherches qui sont sorties, puis ça continue à venir, que en fait, c'est ça vraiment qui va sous-tendre le fait qu'on rentre même le fait qu'on mange moins de viande, par exemple, ou qu'on ne prenne pas l'avion, qui sont des comportements hautement personnels, le fait qu'on a l'impression que si, en tant que groupe, on agit pour la société, enfin pour l'écologie, pour l'environnement, et ça va impacter plus fortement nos comportements. Et puis, voilà, comment... en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai mis cette question-là, parce que j'ai déjà abordé. Et puis, je voulais justement parler de ce qu'on faisait, qui n'est qu'un petit exemple, et je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire ça dans toutes vos classes, etc. Mais on est en train de tester tout l'impact du fait que des jeunes travaillent en groupe sur des projets ou des récits. Alors, l'aspect récit a l'air d'être plus compliqué, parce que quand on demande aux jeunes de se projeter dans des récits dans le futur,
il y a certains récits qui étaient vraiment glauques. Hein. Donc ça c'est autre chose, mais il y avait une partie de ces activités de groupe, c'était des projets vraiment, il y avait, après, et on a fait, enfin on a suivi et évalué, c'est pas nous qui donnons les formations, c'est des professionnels. Hein. C'est toute une journée où les jeunes construisent un projet, puis ils ont fait des trucs en amont, puis après ils le valorisent après. Par exemple, c'était, il faut proposer quelque chose pour que l'alimentation soit plus durable, soit directement dans votre collège, là c'était des dixièmes, soit dans les environs. Mais quelque chose de local, ancré, réalisable potentiellement, pas quelque chose de complètement utopique. D'ailleurs, il y a un groupe, j'ai trouvé ça assez touchant, ils étaient tous dans des choses très... il faut changer les petits pains, il faut faire ça. Puis une, elle a dit non, en fait, il faut faire signer une pétition à tous les enfants du canton, puis on change la loi. Puis on lui dit, mais quelle loi? Ouais, ça on verra. Elle avait vraiment l'idée d'efficacité de groupe. Oui, ils n'avaient pas gagné. En plus, il y avait un prix, moi je trouvais triste. Bref. Donc vraiment, toutes ces idées, et on regarde si le fait de se sentir efficace en tant que groupe, justement, pas en tant que toujours tout seul, ce qu'on appelle ce contrôle, ça permet justement d'avoir moins d'émotions négatives pour le climat. Puis bien sûr, ces jeunes, on ne peut pas les monitorer dans le temps, mais on regarde en tout cas si quelques jours, quelques semaines après l'activité, c'est des jeunes qui ont envie de s'engager sur le plan personnel, mais aussi collectif. Donc vraiment dans cette option, et j'espère que si je redonne cette présentation l'année prochaine, je pourrai présenter les résultats, parce que voilà, on ne les a pas. Mais donc voilà, de ce que la recherche en tout cas donne comme information, c'est vraiment l'idée de pas se limiter à « tu as vu une situation qui est effrayante dans l'absolu, tu te rends compte que tes ressources, que les ressources mondiales diminuent, qu'il y a une surexploitation, etc. » De dire, là, tu peux... c'est bien de dire, par exemple, la viande, c'est important, ça prend des ressources en eau, en ci, en ça, mais de dire aussi que peut-être qu'il y a des choses plus collectives et qui peuvent s'inscrire. OK. Alors, est-ce qu'à plusieurs, vous avez envie d'essayer de faire quelque chose pour ça? Et ce qui est important, c'est... en tant que psychologue, moi, je ne peux pas juger si une action collective ou les intentions d'un certain groupe sont bien pour la durabilité ou pas. Ce n'est pas dans l'absolu, c'est juste la perception qu'on va être efficace. Peut-être que dans le... Moi, c'était chouette à voir ces groupes de jeunes. Il y a des groupes, voilà. C'était plus des combats de gomme qu'autre chose. Mais certains groupes, on voyait qu'ils croyaient vraiment en leur projet, puis peut-être que le projet, il n'était pas vraiment réaliste, mais juste le fait de construire ça ensemble et se dire, on essaye d'atteindre ce but, voilà. On fait en tout cas l'hypothèse qu'il y a un impact sur la volonté même individuelle ensuite. Donc, et des retours qu'on a eus, je ne suis pas du tout en train de dire que cette méthode est la mieux, hein, mais et je pense que vous avez déjà des expériences similaires. En plus, c'était des classes mélangées. Bon, ce qui amenait aussi, c'est une certaine gestion diplomatique, que certains groupes ne devaient pas être ensemble, etc., même pas dans la même pièce. Mais le fait de penser que le climat, voilà, ouais, ça doit se construire aussi en sortant un peu du cadre typique de ces un cours de 45 minutes. Mais je sais que l'année passée, avant moi, il y avait une présentation sur la pédagogie par projet. Je vais trouver ça super, donc j'imagine que vous connaissez beaucoup mieux ça que moi. Mais en tout cas, ça permet de construire ce sentiment d'efficacité de groupe qu'on sait de la recherche, qui est vraiment qui permet justement de baisser une anxiété provoquée par la connaissance. Et comme il me reste que 5 minutes, je vais prendre vos questions. Je crois que c'était un peu... voilà. Si jamais aussi à mon adresse, si vous avez des choses après qui... Voilà, ou voilà, si vous voulez simplement échanger sur quelque chose que vous avez fait, que vous aimeriez faire. Après, moi, je n'ai pas la science infuse, puis je connais moins les situations. Bon, moi, j'enseigne, mais quand même à des adultes, donc c'est différent. Si vous... Voilà. Moi, je vous offre volontiers un regard sur quelque chose, sans prétendre que je sais mieux que vous comment gérer l'affaire à la fin.